Question portée par Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos introductifs et pour vos travaux sur le sujet de l'économie de guerre. Vos travaux apportent une perspective éclairante sur la mise en perspective des efforts français et européens. Le groupe Ensemble pour la République salue et soutient les efforts qui sont faits depuis 2017 et davantage depuis 2022 pour renforcer nos capacités militaires et d'industrie de défense. La trajectoire française actuelle est une trajectoire de remise à niveau de l'outil de défense et de développement de nouveaux grands programmes comme le porte-avions nouvelle génération, de nouveaux Rafales ou encore des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins troisième génération. Aussi, pour approfondir les discussions autour de l'économie de guerre, je souhaiterais vous poser 3 questions. La première s'adresse à M. Peria-Peigne. Vous avez déclaré que la France suivait la théorie Bonsaï, c'est-à-dire disposer d'une grande diversité d'armements, mais en petite quantité. Pourriez-vous nous préciser le regard que vous portez sur cette stratégie ? S'agit-il de la bonne stratégie pour répondre à nos engagements internationaux et anticiper de futurs conflits de haute intensité ? Point d'interrogation. Ma deuxième question s'adresse à M. Malizard. Vous travaillez en particulier sur les questions économiques. Comment anticipez-vous l'impact économique de l'élection de Donald Trump aux États-Unis pour nos acteurs industriels de défense ? Enfin, ma troisième question s'adresse à M. Rademacher. Vous avez travaillé à la DGA. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le travail de simplification des cahiers des charges de la DGA, demandé par plusieurs industriels et par le ministère des Armées ? Avons-nous des progrès notables à faire sur le sujet ? Je vous remercie. Merci, chers collègues, messieurs, la parole est à vous. Alors, sur le bonsaï, je pense malheureusement toujours que nous sommes dans cette logique-là, que la LPM en cours doit permettre de mettre un tuteur sur le bonsaï, pour lui permettre d'être un peu plus solide sur certaines branches. Malheureusement, je pense qu'en l'état, surtout quand on compare à l'effort de certains autres pays européens, le bonsaï continue d'être et continue sur sa trajectoire jusqu'au moins 2030. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, la France dispose de 4 lance-roquettes unitaires, les prédécesseurs des fameux HIMARS qui se sont illustrés en Ukraine. Ces capacités-là, qui avaient été réduites à portion congrue depuis 30 ans, étaient même très probablement en fait amenées à disparaître dans la LPM précédente, puisque nous arrivions à 2025 avec rien dans la LPM précédente sur ce sujet-là, alors même que ces systèmes-là doivent sortir de service à partir de 2027. Donc nous serions arrivés en 2025 avec 2 ans de préavis pour quoi faire. La décision a été prise de les remplacer. Seulement, en l'état, quand vous prenez le rapport annexé de la LPM, nous sommes à 32 systèmes, donc 32 lanceurs, d'ici 2035. Pour vous donner un élément de comparaison, la Pologne a acheté 250 équivalents coréens et voudrait s'équiper, dispose déjà d'une vingtaine ou d'une trentaine de systèmes américains et voudrait en acheter encore davantage. Cette idée est liée à une stratégie qui est différente de la nôtre. Les Polonais ne cherchent pas à s'équiper de l'intégralité des systèmes existants, ne disposer de toutes les capacités. Néanmoins, le fait est que, avec plus de 2500 chars, 1000 blindés, 1600 pièces d'artillerie mobile et 3 à 400 lance-roquettes multiples, leur capacité de défense terrestre sera crédible à l'horizon 2030, voire 2035. En l'état, malheureusement, et le fait est que notre soutien limité en termes d'armement à l'Ukraine l'a malheureusement démontré. Le format bonsaï nous permet, si besoin, de remonter en puissance, parce que nous ne perdons pas les capacités, et on le voit par rapport à certains de nos partenaires, remonter en capacité est plus facile que recréer une capacité. En ce sens, le choix du bonsaï est totalement approprié. Néanmoins, le fait est que notre aide militaire à l'Ukraine a été extrêmement limitée, tout simplement parce qu'il a fallu épiler le bonsaï, aiguille après aiguille, pour en transférer aux Ukrainiens. Et cela, malheureusement, se vérifie dans beaucoup de domaines. Nous avons fait le choix de supprimer nos stocks pour adopter une logique du juste à temps permanente, partout, que nous avons payé malheureusement en 2022 et que nous continuons de payer d'une certaine manière, puisque l'année 2022 et 2023 ont été assez difficiles, je pense, pour la crédibilité de la France et de ses armées au plan européen. J'espère que la LPM en cours permettra de résoudre une partie de ces problèmes-là, notamment sur les questions de munitions. Malheureusement, en l'état,
La LPM présente prévoit un parc d'artillerie français à 110 pièces, un parc de chars français à 180-200 unités et un parc de véhicules blindés français capables d'aller au feu à moins de 800 unités. Nous aurons les capacités que nous nous donnons. Je vous remercie. Sur la problématique de l'élection de Donald Trump pour l'industrie de défense, je vais essayer de paraphraser l'approche qui a été celle de mon collègue Olivier Schmitt entre ce qui est probablement la meilleure stratégie possible pour les Français et les Européens et ce qui est probablement ce qui risque d'arriver compte tenu de l'état politique actuel. En fait, Donald Trump va poursuivre ce qu'il a fait pendant 4 ans quand il était déjà président. Ça risque de mettre des coins dans la fragmentation européenne, puisque pour un certain nombre de pays européens, l'enjeu de la sécurité lié à l'OTAN, donc la garantie américaine, est primordial. Donc techniquement, si jamais on voulait aller plus loin dans le sens de l'autonomie stratégique européenne, il faudrait se coordonner, dépenser plus pour stimuler l'industrie de défense européenne, avec en gros un phénomène qui est assez bien identifié, c'est-à-dire que les dynamiques budgétaires, elles sont essentiellement dans les pays d'Europe centrale et orientale, là où les industries de défense sont plutôt dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, il y a une forme de découplage, en fait, ici, européen. Et donc, il faudrait se coordonner mieux pour être efficace, dépenser un peu plus collectivement pour revenir à un étiage qui soit à peu près... en gros, l'estimation qui a été faite par une étude de l'International Institute for Strategic Studies montrait que, en gros, en cas de guerre de haute intensité, si les Européens voulaient se défendre, il va falloir qu'ils investissent massivement par rapport à ce qui était l'existant. Et donc, ça va nécessiter, une fois, une forme de coordination. Le problème, c'est que sur ce panorama, en gros, de à peu près la trajectoire idéale pour que les Européens se défendent eux-mêmes, eh bien, en fait, il n'est pas impossible qu'on ait une fragmentation et que cette fragmentation aille dans le sens de chacun essayant de dealer dans une logique un peu transactionnelle avec le président américain un soutien contre je ne sais quelle acquisition de matériel, que ce soit des F-35, que ce soit des véhicules terrestres ou des hélicoptères. Et donc, en fait, il y a une question ici de coordination. Et en l'état actuel des choses, la politique de défense étant une prérogative forte des États, il n'y a pas de coordination internationale. Et donc, il y a un risque ici de poursuite de cette fragmentation qui est potentiellement délétère pour les Européens en tant qu'ensemble. Sachant que, de toute façon... la logique ici, strictement économique et quantitative, c'est que si jamais il y a une guerre de haute intensité, on ne la fera jamais seule. Ce n'est pas possible. Donc, considérant ce panorama-là, j'avoue que je suis assez pessimiste. Mais je ne demande qu'à être démenti. Merci pour votre question, Madame la députée. Alors effectivement, la DGA est une institution que je connais bien, mais la réponse que je vais vous faire est celle d'un chercheur qui regarde de manière extérieure la DGA et non pas d'un agent de la DGA. Alors, c'est juste pour revenir, j'avais dit, il faut regarder ça dans une perspective qui s'inscrit sur le temps long. La création de la délégation ministérielle à l'armement en 1961 avait pour objectif la mise en place, en fait, de la force de dissuasion française, c'est-à-dire qu'on parle de systèmes qui sont des systèmes complexes et qui nécessitent effectivement une maîtrise d'ouvrage qui est adaptée et que l'on retrouve effectivement dans la conduite des programmes d'armement avec des processus qui sont très bien définis. Et ces systèmes complexes, en fait, la DGA continue à en assurer la maîtrise d'ouvrage. Lorsque l'on prend l'exemple d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, j'ai un chiffre en tête qui est que ce sont des systèmes d'armes qui sont composés d'à peu près 30 millions de composants ou de sous-composants. Donc on voit bien la complexité que l'on a sur ces systèmes-là. Donc bien évidemment, l'existence de processus et d'équipes correspond également à la complexité de ces systèmes. Alors ceci étant posé, on peut noter que la DGA a fait évoluer ces processus. L'instruction sur la conduite des programmes d'armement, c'était l'instruction 15-16 est devenue l'instruction 16-18, donc avec
un volet beaucoup plus réduit et puis un manuel d'instruction qui visait à réduire un peu les différentes étapes du processus, à les réduire en trois étapes. Le ministre des Armées, lors de son déplacement à Vert-le-Petit le 24 octobre, a également rappelé voilà, cette nécessité d'aller encore plus loin dans la simplification des processus. Et il a évoqué une piste qui est assez intéressante, c'est celle d'avoir des processus qui sont découplés en fonction des types de systèmes, c'est-à-dire des besoins peut-être un système un peu plus simple sur des temps courts et puis des systèmes qui s'inscrivent dans le temps long. Et en cela, je pense que ça rejoint la réflexion mise en avant par Julien sur l'existence de différents marchés, c'est-à-dire effectivement un marché complexe qui est celui que l'on connaît dans l'écosystème de l'industrie de défense pour des systèmes voilà, dont la durée de vie, la durée de vie en service, voilà, ça peut être 30-40 ans, donc des systèmes complexes qui évoluent bien évidemment, et peut-être des marchés qui sont plus adaptés, mais avec des acheteurs qui sont plus adaptés. C'est également ce que Sébastien Lecornu a mis en avant pour des acquisitions peut-être un peu plus rapides, des acquisitions flash. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, je l'ai esquissé dans mon propos liminaire, c'est également la création de l'Agence de l'innovation de défense qui en fait a été sortie du giron d'une certaine façon de la direction générale de l'armement pour avoir un peu plus de liberté, notamment dans les acquisitions un peu agiles, un peu innovantes. Et là encore, c'est un point qui a été évoqué par Sébastien Lecornu en évoquant une capacité d'achat en fait directement rattachée à l'Agence de l'innovation de défense. Et c'est vrai que lorsque l'on fait des achats qui sont innovants ou des achats avec des acteurs avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude d'intervenir, notamment des startups, il faut bien évidemment adapter, on va dire, le niveau d'exigence et le niveau de dialogue que l'on a. Mais moi, je note que la Direction générale de l'armement a fait beaucoup d'efforts là-dedans, avec un paquet qui est mis sur l'innovation notamment, et également la création notamment d'unités de conduite de programmes agiles et innovants. Alors, il faut voir dans le temps ce que donneront ces différentes innovations. Mais je pense que l'enjeu, en tout cas, a bien été pris en compte par la DGA. Je vous remercie. Merci, messieurs. Si vous me permettez, en tant que rapporteur de la loi de programmation militaire, je rajouterai juste une petite réflexion à vos propos autour de cette stratégie Banzai ou de cette armée Banzai qu'on entend souvent. Déjà, je trouve que c'est un peu dur parfois parce que notre armée, c'est quand même une armée d'emploi. Quand elle frappe bien et dur. Donc, Banzai, mais qui fait mal quand même, qui pique. Et puis, il ne faut pas oublier que le choix de cette loi de programmation militaire était aussi d'avoir une armée qui soit en capacité de se renseigner, d'analyser, une capacité d'action même dans la profondeur et être pays cadre. Et ça demande de tenir l'espace jusqu'au fond marin, le monde matériel jusqu'au monde immatériel. Et forcément, il y a des choix financiers qui sont autres que la Pologne, si on avait la comparaison de la Pologne, qui bien sûr est une belle armée, mais une armée aveugle peut-être, parce que est-ce qu'elle tient l'espace? Est-ce qu'elle tient les fonds marins? Est-ce qu'elle a la deuxième surface maritime du monde? Vous voyez, je soumets ça juste à votre réflexion. Je vous remercie et je passe la parole à notre collègue Aurélie.